Bonjour, bonjour, chères auditrices. Cet été, je vous propose de découvrir d'autres podcasts que Grossesse d'entrepreneuse à travers des interviews que j'ai données dans d'autres podcasts. L'occasion de découvrir mon expertise sous différents angles, parfois aussi les coulisses de mon aventure entrepreneuriale avec Grossesse d'entrepreneuse et aussi de vous faire découvrir ces autres podcasts que personnellement j'affectionne et qui pourraient bien vous inspirer. Rendez-vous donc un mercredi sur deux tout au long de l'été 2026 et moi, je vous retrouve à la rentrée de septembre avec une grande annonce. Allez, bel été à toutes! Bonjour et bienvenue dans le podcast Gardien de la naissance. Ici, on explore ensemble cette aventure bouleversante qui est celle de devenir père aujourd'hui. Le défi est immense. Pourtant, il est souvent invisible parce que ce ne sont pas eux qui portent le bébé 9 mois, qui accouchent, qui allaitent. Mais parce que leur rôle est essentiel, ici, je leur donne la parole. Chaque mois, je partage des témoignages de pères et des interviews d'experts pour t'aider à vivre ta paternité pleinement. Je suis Susanna, la créatrice de ce podcast, et si tu t'interroges sur mon accent, je suis portugaise. Et si je suis ici aujourd'hui avec toi, c'est parce que la naissance de mes 2 enfants a complètement transformé ma vie. Et j'ai vu l'impact décisif que mon partenaire a eu sur mes grossesses, mes accouchements et même mes allaitements. Sans lui, sa préparation, son implication, c'est sûr que rien n'aurait été pareil. Dans une vie d'avant, je gérais une start-up dans la finance. Et puis je suis devenue mère et j'ai tout quitté pour suivre mon intuition, ce besoin de comprendre l'humain, le corps, le lien, l'amour. Et aujourd'hui, j'accompagne les futurs pères et les couples à se préparer ensemble à l'arrivée de leur bébé. Avant de commencer, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un défi audio avec des exercices pratiques pour passer à l'action et commencer à incarner dès aujourd'hui le pilier, le gardien puissant, le père présent que tu as envie d'être. Le lien est dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. C'est parti. Merci Solène d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi parce que moi-même, je suis entrepreneuse et je sais que ce sujet, c'est vraiment quelque chose d'important à aborder. Je sais aussi que c'est pas ta spécialité, les papas entrepreneurs, mais je me suis dit qu'avec ton expérience, tu travailles depuis un petit moment sur le sujet, que c'était vraiment intéressant qu'on puisse échanger aujourd'hui. Merci beaucoup, Susanna, de m'avoir invitée. Et effectivement, je pense que c'est un sujet hyper intéressant et qui va s'accentuer à partir de 2026 avec le congé de naissance. Mine de rien, ça allonge les droits des parents en général et des papas en particulier. Donc, je suis ravie de pouvoir apporter mon éclairage à ceux qui seraient... Pardon, je suis un peu enrhumée moi aussi. À ceux qui seraient concernés. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, tout à fait. Donc, moi, je m'appelle Solène Pigné. Je fais de l'accompagnement d'entrepreneurs depuis 11 ans. J'ai d'abord eu un cabinet de conseil spécialisé en entrepreneuriat durable. Et puis, en 2023, j'ai décidé de me spécialiser sur le sujet de la grossesse. Parce que, j'ai remarqué tout simplement à travers mon propre vécu, mais aussi, de clients que j'accompagnais, que c'était une période vraiment charnière, à la fois de la vie perso évidemment, mais aussi de la vie pro. Et quand on est entrepreneur, on est parfois un peu perdu de savoir à quoi on a droit, comment on s'organise, comment ça se passe finalement. Et ça peut être un moment assez challengeant dans la vie, d'une entreprise, quand on veut, vraiment s'arrêter quand on décide de prendre un temps, pour accueillir, son enfant, faut réfléchir à, quelle stratégie on met en place pour que, le château de cartes de son activité ne s'écroule pas à ce moment-là, parce que c'est un moment où on a moins de temps, moins d'énergie et en même temps plus de besoins financiers. Donc il y a vraiment une équation, à trouver et moi, mon expertise, c'est la stratégie et donc ça me passionne, en fait, de pouvoir trouver les meilleures stratégies pour, travailler moins et gagner plus. Voilà, pour, pour faire court. OK, merci. On va commencer par, aborder le sujet des pères qui sont compagnons d'une femme qui est entrepreneuse, donc une femme qui entreprend. Pourquoi, à ton avis, c'est important qu'ils aient en tête cette spécificité-là, d'intégrer le fait que leur femme est une entrepreneuse aussi dans la vie perso et dans le projet bébé?
En fait, je pense que, avant d'avoir des enfants, très souvent dans le couple, enfin en tout cas, je pense que c'est la majorité des cas, on va vivre sa vie professionnelle chacun de son côté. Donc chacun fait ses choix, chacun fait ses choix, d'études, ses choix d'orientation, éventuellement ses choix de se lancer ou non à son compte. Mais quelque part, c'est une responsabilité individuelle. En tout cas, voilà, dans nos sociétés occidentales, c'est comme ça la plupart du temps que c'est vécu, à l'ère, moderne. Même si évidemment il y a plein de façons de s'organiser et de faire en couple, mais très souvent on se dit: «Bon bah voilà, est-ce que je prends, le risque ou pas de changer de job, de, me lancer à mon compte? Est-ce que j'ai assez de sous de côté pour me permettre cette transition?» C'est quelque chose qu'on va vivre de manière, individuelle. Puisqu'en fait, bah, la capacité de générer des revenus, elle, voilà, je pense, été éduqués dans cette idée que c'est une responsabilité personnelle. Et en fait, quand on devient parent ensemble, donc dans un couple, la capacité à générer des revenus, elle va dépendre, entre autres, mais aussi, du soutien qu'on va avoir à la maison. C'est-à-dire que, tout d'un coup, notre temps de travail, il va dépendre de la disponibilité de l'autre. Il va dépendre du mode de garde qu'on va pouvoir, trouver ensemble ou pas. Il va dépendre de, bah, quand ce mode de garde, finalement il marche pas ce jour-là, ou il y a une maladie, ou il y a enfin voilà, un contretemps ou quelque chose, qui est-ce qui prend sur soi et donc qui est-ce qui prend sur sa capacité à générer des revenus? Et très souvent, en fait, de manière un petit peu naturelle, ça va plutôt être, la maman, qui va entre guillemets, «se sacrifier» pour, bah, faire la variable d'ajustement, pour plein de raisons, notamment parce que, bah, comme le congé maternité, il est plus long que le congé paternité, elle a plus eu l'habitude de voilà, d'être cette variable d'ajustement. Et puis parfois aussi, la maman, elle travaille plus proche du domicile ou à domicile, notamment quand on est à son compte. En fait, il y a une vraie, différence, enfin, c'est assez intéressant au niveau sociologie, mais les hommes travaillent plus loin de leur domicile que les femmes. Mais encore une fois, là, je donne des grandes généralités. Évidemment qu'il y a plein de configurations possibles, mais voilà, de manière générique générale, c'est ça qui se passe et qui fait que, la maman va être plus souvent, en fait, amenée à être cette variable d'ajustement. Et mis bout à bout, tous ces petits temps et toute cette énergie et ce temps en moins, bah, ça impacte sa capacité à générer des revenus. Et ça a des conséquences, bah, tout simplement à court terme sur, bah, l'argent qu'elle a sur son compte, l'argent qu'elle peut contribuer au compte commun, l'argent qu'elle peut mettre de côté. Et à plus long terme, quand on génère moins d'argent, en fait, c'est des cotisations en moins pour, un futur, chômage, pour un futur congé maternité et pour la retraite. En fait, faut comprendre que, l'entrée dans la parentalité, c'est le moment qui, en tout cas, le facteur le plus important des disparités femmes-hommes, d'un point de vue, financier. Ça a été, démontré par, la prix Nobel de l'économie 2023, Claudia Goldin, pour, voilà, ceux qui aimeraient creuser le sujet. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir et de comprendre, c'est que, l'entrée dans la parentalité, c'est -20 à -30 de revenus pour les femmes. Les hommes Mmh. sont pas ou peu impactés, en tout cas, encore une fois, de manière générique générale, et à la retraite, c'est -40. C'est-à-dire qu'il y a 40 de différence entre la retraite des hommes et des femmes. Pourquoi? Parce que c'est voilà, c'est la combinaison de tous ces petits arrangements, à court terme où on se dit: «Bah oui, mais c'est plus logique, tu gagnes moins, tu es plus proche, heu, bébé est mieux avec toi quand il est malade». Enfin voilà, toutes les raisons qui font que, bon, bah, voilà, on se retrouve, finalement à être dans ce déséquilibre qui, après a des répercussions et un effet ricochet qui va jusqu'à la retraite, où, bah, voilà, les pauvres, en fait, c'est des femmes âgées et qui prennent soin, des enfants, de leurs parents. Mmh. On peut, voilà, critiquer au niveau de la société, mais on peut aussi et surtout agir au niveau individuel et au niveau du couple en se disant: «Bah, nous, dans notre couple, comment on va fonctionner et comment on va faire pour que voilà, cette disparité sociétale, on ne la laisse pas nous affecter nous et comment on va protéger, pour les hommes qui nous écoutent, comment je vais protéger ma conjointe de la pauvreté qui l'attend ou en Mmh. tout cas de l'appauvrissement qu'engendre, la parentalité».
toi-même, tu es entrepreneuse, tu es aussi devenue maman. Comment, du coup, tu as fait ce cheminement-là dans ton couple? Parce que tu as changé d'où chacun ses comptes, chacun son argent. Ah, bah, on est en famille, je suis entrepreneuse, ça a un impact sur mon business. Comment tu as cheminé ce niveau-là? Alors ça a été une prise de conscience assez tardive. Pourtant, je suis assez, voilà, engagée sur le sujet et enfin, c'est des choses qui m'intéressent. Donc, on pourrait penser que j'étais mieux armée que d'autres et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que, en plus, bon, moi, j'ai eu un cas particulier, j'ai une grossesse pathologique qui m'a empêchée de travailler normalement, et ça a été un gros coup dur financier pour mon activité et en fait, j'ai eu le réflexe, de piocher dans mes économies. Donc d'abord, de compenser, grâce à la trésorerie de mon activité. C'est-à-dire que comme moi, je pouvais moins travailler, j'ai allongé les heures des personnes qui travaillaient avec moi, pour, essayer de compenser un peu comme je pouvais, et j'ai pioché dans la trésorerie de la boîte. En fait, tous les coûts, de cette pathologie de grossesse, même si le projet bébé, on l'a fait à 2, finalement, l'impact de la grossesse, je l'ai pris sur moi. Donc d'abord en piochant la trésorerie de ma boîte et puis ensuite, j'ai pu moins me rémunérer qu'escompté, et en fait, j'ai pioché dans mes économies pour pouvoir continuer à contribuer au compte commun comme habituellement. Grosse erreur. Alors on fonctionnait déjà de manière assez proportionnelle, mais en fait, quand on est à son compte, mon conjoint est salarié, enfin en tout cas l'était à l'époque. Donc lui, il avait un salaire fixe. Donc c'était très clair de, voilà, tous les mois, je mets tant sur le compte commun. Donc on fonctionne avec un compte commun, on a chacun nos comptes séparés et on a un compte commun où, du coup, on paye, les dépenses en commun. Et moi, comme j'avais des revenus, qui étaient à peu près stabilisés, mais voilà, qui avaient une variabilité plus grande, que les siens, j'avais fait une espèce de moyenne et je m'étais dit: voilà, moi, tous les mois, je peux me permettre de mettre tant. Et en fait, quand j'avais un peu des bas ou des hauts, je changeais pas, le montant que je mettais sur le compte commun d'un mois sur l'autre parce qu'on avait, des charges fixes. En fait, le loyer, il change pas en Mmh. fonction de mon activité. Donc, ça me paraissait à peu près logique de faire comme ça, mais la conséquence, c'est que du coup, j'ai vraiment beaucoup pioché dans mes économies et en fait, on s'en est rendu compte, je crois que c'était 1 an ou 2 après la naissance de notre enfant. On a voulu faire un achat, immobilier, pour déménager et donc on a fait un peu le point sur, nos capacités financières, notre épargne et en fait, je me suis rendu compte, enfin, on s'est rendu compte, parce que lui non plus, il s'en était c'est pas soucié, mais voilà, encore une fois, ça s'est fait un peu comme ça au fil de l'eau sans trop se rendre compte, des conséquences. Mais en gros, depuis la naissance de notre fils, enfin depuis ma grossesse même, moi j'ai beaucoup pioché dans mes économies et lui il a continué à mettre de côté comme d'habitude, voire même de plus en plus puisqu'en fait il a continué à progresser, dans sa boîte et à gagner de mieux en mieux sa vie. Donc en fait, lui il s'est enrichi et moi je me suis appauvrie et on s'en est rendu compte, au moment en fait, de mettre à plat toutes nos tous nos comptes et tous nos voilà, tout ce toute l'épargne qu'on avait de côté l'un et l'autre. Et du coup, pour notre deuxième enfant, on a fonctionné différemment. L'impact financier de la grossesse, on l'a partagé en 2. C'était pas que moi qui qui a été impactée financièrement. Et on a aussi englobé l'impact de l'allaitement, puisque donc, là, notre fille, elle a 2 ans et je l'allaite, encore. Et notamment la première année, la deuxième non, mais la première année, ça a, quand même impacté, ma capacité de travail, le temps et l'énergie que j'avais à consacrer à ma vie professionnelle. Et donc, on a mis en place une compensation financière de sa part vers moi, avec, on a aussi englobé, finalement les économies que permet, l'allaitement Mmh. maternel. Donc on n'a pas de biberon à acheter, on n'a pas de poudre à acheter Mmh. et on a moins de maladies aussi, et le bébé et les parents. Mmh. Et tout ça, voilà, c'est un bénéfice, de santé et puis financier aussi pour la famille. Et donc, voilà, on a mis en place cette compensation financière qui permet en fait de compenser aussi, la première la première maternité, qui a été un gouffre financier pour moi et pas pour lui, quoi. Donc Mmh. voilà un petit peu le parcours que j'ai eu et comment on s'est rendu compte des choses et comment on a réajusté, par la suite. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le message que je voulais apporter ici, c'est que parfois
voilà, on se rend compte qu'on a fait des erreurs ou qu'en tout cas notre mode de fonctionnement il était pas optimal et on peut toujours réajuster et faire en sorte qu'il y ait un équilibre et une équité qui se mettent en place, même si c'est a posteriori. Ouais, merci pour ce témoignage. Je trouve que ça permet de rendre les choses plus concrètes parce qu'on parle vraiment de ton cas personnel. Comme tu accompagnes aussi beaucoup des femmes entrepreneuses en projet bébé, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des sujets qui remontaient souvent par rapport au couple, aux partenaires, à la compréhension des partenaires sur leur situation? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as vues qui sont assez récurrentes? Oui, et d'ailleurs, tu fais bien de parler de projet bébé parce qu'effectivement ça commence dès l'avant-grossesse. Un des sujets qui remonte très souvent, c'est, quand est-ce qu'on fait ce fameux bébé? On est d'accord, pas d'accord, on est prêt, pas prêt, et parfois pas au même moment. Et en fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a un décalage dans le couple entre, donc ça peut être, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, elle se sent prête et en plus, elle se dit: «Bah, j'ai de l'endométriose» ou «J'ai 36 ans» ou «J'ai tel ou tel facteur qui fait que j'ai pas envie de trop tarder» parce que je sais que plus le temps passe, plus potentiellement ça va être, compliqué de tomber enceinte ou grossesse plus compliquée, et puis tout simplement le corps, qui qui faiblit avec le temps et qui fait que, c'est quand même beaucoup plus fatigant, d'avoir des enfants, plus on avance dans l'âge, hein. Moi, j'ai eu mes enfants à 31 et 35 ans et je peux te dire que pourtant c'était des grossesses pathologiques déjà compliquées à la base. Je les ai sentis les 35 par rapport aux 31. Bon après il y avait aussi l'aîné à s'occuper et tout, donc j'étais globalement beaucoup plus fatiguée. Mmh. Mais, il y a ce truc de, voilà, les femmes, elles pensent, un peu de manière, souvent, quand elles sont prêtes, elles veulent que ce soit maintenant, là, tout de suite. Ou au contraire, elles peuvent se dire: «Oh là là, mais moi, c'est pas le bon moment», surtout pour ma boîte. Enfin, très souvent, elles ont envie que les choses soient voilà, elles veulent se sentir sereines dans leur activité professionnelle avant, de se lancer dans la grossesse. Et parfois, elles sentent une pression de leur partenaire qui, lui, est prêt et puis, voilà, est hyper enthousiaste et a envie de pouvoir, démarrer, l'aventure alors qu'elle, elle freine des cas de fer. Donc voilà, il peut y avoir en fait, un décalage finalement, dans le sentiment d'être prêt dans le couple. Et parfois du coup une frustration, pour celui qui est prêt alors que l'autre ne l'est pas, et ou un sentiment de pression, pour celui qui se sent pas prêt, alors que l'autre l'est. Donc je pense que c'est important de pouvoir, communiquer. Je sais que c'est Mmh. un peu, évident, comme conseil, mais en tout cas de pouvoir mettre à plat et d'écouter l'autre en fait, que chacun ait l'espace de dire, pourquoi il se sent prêt, pourquoi il se sent pas prêt, de pouvoir éventuellement, avoir un tiers qui nous aide dans cette discussion. Nous, on a dû le faire, je repars un petit peu sur mon exemple perso, mais, pour on était hyper raccord pour le premier, mais pour le deuxième pas du tout. Moi, mon mari, il a freiné des cas de fer, il voulait limite plus avoir d'autres enfants, parce que ça a été vraiment très difficile notre entrée dans la parentalité et moi, en fait, je savais que j'en voulais plusieurs et surtout je voulais pas attendre trop longtemps parce que grossesse pathologique, compliquée et tout et je sentais qu'il me fallait des forces physiques et que je voyais pas faire ça trop longtemps, voilà, je voulais pas attendre trop. Au Mmh. final, on a fait un espèce d'entre-deux, nos enfants ont 4 ans d'écart, mais ça a été compliqué en fait, de gérer ce déséquilibre dans le désir et c'est ce qui nous a aidés, ça a été, vraiment d'en parler, de tout mettre à plat, de pouvoir déconstruire certains a priori de l'un ou de l'autre. Par exemple, moi j'étais, «Oui, mais il faut pas qu'ils aient trop d'écart parce que sinon ceci, cela» et puis en fait, en creusant le sujet, on s'est rendu compte que, c'est pas plus mal d'avoir un peu d'écart et que le l'aîné soit un petit peu mature Mmh. avant le deuxième. Et lui, il avait aussi ses propres, choses à déconstruire et c'est vraiment dans la discussion et aussi en parlant avec, des médecins. J'avais fait un bilan pour voir où en était, ma réserve ovarienne parce que j'avais aussi des peurs par rapport à ça. On en a parlé avec, des amis, notre nounou, enfin bref, notre écosystème, notre village, parce que même si c'est une décision qui nous appartient, ça nous a aidés en fait de nous nourrir, de nourrir notre discussion aussi, de l'extérieur
pour pas Mmh. rester enfermés et bloquer chacun, camper sur nos sur nos positions. Je comprends. Est-ce qu'au niveau du postpartum, il y a des retours aussi? Parce que c'est assez particulier pour une entrepreneuse, le postpartum, parce qu'on est déjà en train de penser à la suite. Est-ce que du coup, dans le lien avec le conjoint, est-ce que tu as eu des retours, à ce niveau? Ouais, tout à fait. Et je pense que, un des facteurs principaux à avoir en tête, c'est que souvent les conjoints reprennent, plus rapidement, que la nouvelle maman. Parce que, en France, en tout cas, c'est designé comme tel et c'est assez ça existe, hein, des couples qui s'organisent autrement et qui font en sorte, que, il y a une vraie équité, en fait, dans l'arrêt de travail, post-naissance. Mais très souvent, les femmes, s'arrêtent un peu plus longtemps, restent, seules avec leur bébé, alors que le papa n'a pas cette expérience, en fait, de s'occuper seul d'un nouveau-né et du coup a du mal à comprendre en quoi c'est compliqué, a Mmh. du mal à comprendre, mais pourquoi tu es si fatiguée alors que tu es restée toute la journée à la maison? A du mal à comprendre, comment ça se fait que, le lave-vaisselle est même pas rempli alors que enfin, tu as que ça à faire. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est assez, difficile et pour l'un et pour l'autre, en fait, quand on vit des choses complètement différentes, de pouvoir, avoir, de l'empathie pour ce que vit, et l'un, et l'autre. D'un point de vue purement, professionnel, entrepreneurial, pour les femmes, qui sont à leur compte, et qui du coup, donnent naissance, il y a effectivement comme tu le dis, cette dualité de: «Ah j d'un côté, il faut que je me repose, il faut que je m'occupe de mon nouveau-né, il faut que j'arrive à être présente dans ce moment, clé, de la vie». Mais de l'autre, il y a, toujours une pensée, voire même, la tentation de reprendre rapidement, l'activité. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, le congé maternité, il a été créé donc en 1904, pour, faire baisser, le taux de mortalité infantile et maternelle. Et ça a eu des répercussions. C'est-à-dire que, si on s'arrête de travailler à ce moment-là, c'est que physiquement et mentalement, et pour le bébé et pour la maman, ça a, une réelle, répercussion. On parle souvent aussi d'un autre chiffre, qui est, que la première cause de mortalité, après la naissance d'un enfant pour la maman, c'est le suicide. Donc en fait, la santé mentale, ça a énormément, d'importance et on sait aussi que la durée du congé maternité va impacter le taux, de, dépression du postpartum. C'est notamment, je crois que c'est à Hong Kong où ils ont allongé de 4 semaines, je crois, ils sont passés de 12 à 16 semaines, donc enfin, ça reste le même nombre de semaines d'ailleurs qu'en France et ils ont vu -20% de dépression postpartum. Donc en quelques semaines de plus, ça, impacte à 2 chiffres le pourcentage Mmh. de femmes, qui expérimentent la dépression. Et en fait, ce que je vois moi chez les entrepreneuses en général, pas forcément celles que j'accompagne puisque souvent elles prennent des congés plus longs puis elles s'arrêtent vraiment, mais en tout cas, quand on s'arrête pas ou peu travailler parce qu'on se met la pression et parce qu'on a peur, de que le château de cartes s'écroule en notre absence, on va avoir des taux, de burn-out, très importants dans l'année qui suit la reprise du travail, des taux de dépression du postpartum, plus importants aussi et en fait, faut bien comprendre que, être maman, enfin être parent d'ailleurs en général, alors qu'on est en dépression ou qu'on est en burn-out, c'est extrêmement difficile, et mener de front une activité professionnelle alors qu'on est en dépression et ou en burn-out, c'est aussi, très, très Mmh. compliqué parce qu'on est le moteur finalement, de son activité et donc faut se prémunir autant que faire se peut de ces difficultés de santé mentale et le fait d'avoir un vrai arrêt, heu, de travail, c'est essentiel. Donc en tant que partenaire, d'une entrepreneuse, c'est, faire en sorte qu'elle se sente suffisamment en sécurité, financière, mais aussi, qu'elle soit suffisamment confortable pour, s'autoriser cette pause qui est nécessaire pour le corps et pour l'esprit et qui a des bénéfices, bien au-delà des quelques semaines après la naissance. Finalement, c'est les premières années de vie de l'enfant qui vont être impactées par cette capacité ou non de s'arrêter après la naissance.
C'était justement ma prochaine question, comment ils pouvaient faire pour la soutenir à ce moment-là. Mais du coup, ça me fait penser que c'est intéressant peut-être de faire un point sur le congé maternité pour les entrepreneuses, parce que c'est vrai que il y en a encore qui pensent qu'elles n'ont pas forcément droit, ou alors qu'elles ont des droits qui sont limités. Est-ce que tu peux nous faire un petit éclairage là-dessus? Ouais, carrément. Donc effectivement, les entrepreneuses, ont le droit à un congé maternité. On parlera, je pense, tout à l'heure du congé paternité pour Mmh. les entrepreneurs. Mais donc en fait, c'est depuis 2019 que les droits ont été alignés en termes de durée et de rémunération. Donc ça veut dire qu'en gros, on a le droit à la même chose, qu'on soit entrepreneur ou salarié. Alors le mode de calcul est pas tout à fait le même, les conditions d'accès et cetera. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais le truc à retenir, c'est que, notamment là, en 2026, au moment où on enregistre cet épisode, pour 4 mois de congé maternité, c'est à peu près 11 500 €, d'indemnité, quand on cumule tout mis bout à bout. Donc à diviser par 4 mois, ça fait à peu près 2008 ou 2009, 2 900 € par mois. Donc ça reste, voilà, une somme, relativement, confortable. La différence qui n'a pas été, réfléchie comme telle quand, nos chers, élus ont défini ces modalités en se disant: «Bon allez, on aligne les droits puis comme ça, les entrepreneuses ont le droit à la même chose que les salariés». La différence, c'est que, et bien tout simplement, quand on prend 4 mois, off dans son business, certes on est indemnisé pendant 4 mois, mais les répercussions vont bien au-delà parce qu'en fait, pendant voire les mois avant, le départ en congé maternité, on va pouvoir prendre, moins de clients parce qu'on va pas, prendre un nouveau client, 3 jours avant de partir en congé maternité. Donc en fonction des activités, du modèle économique, cette durée avant le congé maternité, on peut pas se permettre de prendre de nouveaux clients, elle est plus ou moins longue. Et pareil, après 4 mois d'arrêt de travail, après 4 mois d'arrêt de la communication, on va pas retrouver son niveau, d'activité antérieur. Ça peut prendre plusieurs mois, avant de voilà, d'être à nouveau, sur les rails. Mmh. Et donc ce que je dis souvent, c'est que, 4 mois d'arrêt, de travail, c'est 6 à 9 mois de baisse dans la trésorerie et dans le chiffre d'affaires. Donc il y a des mécanismes de compensation, puis moi, c'est mon métier d'accompagner à ça, de faire en sorte, de trouver les bonnes stratégies pour que, l'activité puisse continuer à se maintenir, voire même, à prospérer alors que nous, on prend du temps, pour soi, pour son bébé. Donc c'est pas une fatalité, mais c'est juste quelque chose à avoir en tête que si on ne fait rien, prendre 4 mois, ça veut dire 6 à 9 mois de chiffre d'affaires en moins. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment important, à avoir en tête et c'est là la différence finalement entre les salariés et les entrepreneuses. C'est pas au niveau des indemnités, c'est au niveau du fait que ces indemnités ont été réfléchies en miroir de celles des salariés et pas du tout, en corrélation avec la réalité, de la prise d'un congé maternité pour les entrepreneuses. Et c'est pour ça que, c'était en 2023, l'IFOP avait, mené une enquête et dévoilé que 72 des entrepreneuses ne prennent pas leur congé maternité en entier. Il y a même 34 de celles qui rognent sur leur congé maternité, qui reprennent le travail une semaine après avoir accouché. Mmh. Donc avec un tout petit bébé, et encore, les slips filets et les pertes, enfin voilà, le sang qui continue à couler. Enfin voilà, je dis les choses de manière assez crue, mais pour dire à quel Mmh. point c'est horrible quoi de se dire que 34 des entrepreneuses, se remettent à travailler alors que, elles sont pas du tout remises, ne serait-ce que physiquement et je parle pas de la psyché. Donc voilà, c'est le cœur de mon travail de faire en sorte que, on puisse, s'autoriser une vraie pause, grâce à des leviers, stratégiques parce que malheureusement les indemnités effectivement ne sont pas à la hauteur de l'impact, qu'a la prise d'un congé maternité en tant qu'entrepreneuse. Et cet impact, tu as constaté pour le business, d'entrepreneuse, est-ce qu'il y a des éléments qui sont transposables, dans le cas des entrepreneurs, quand ils eux-mêmes deviennent pères? Tout à fait. Déjà le premier point à savoir, c'est que les entrepreneurs, ont eux aussi droit à un congé paternité, au même titre que les salariés, et donc la durée est la même. Donc au moment où on enregistre, cet épisode, pour rappel, c'est, 3 jours obligatoires plus 25 jours, ce qui donne donc 28 jours au total.
Et puis en plus là, depuis 2026, il y a la possibilité d'ajouter, un congé, de naissance, donc 2 mois de plus, ça fait donc 3 mois au total. Et ensuite, il y a la possibilité de prendre un congé parental. Alors c'est très peu pris, parce que c'est très mal rémunéré. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que ce congé parental, il peut être pris à 50 ou à 80 même pour les entrepreneurs. Et ça, je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête parce que, très souvent, on va avoir tendance à diminuer un petit peu son temps de travail, quand on devient parent, notamment là où les premières années, pour, être présent dans les horaires d'éveil de son enfant qui se couche très tôt. Et puis, pour penser, voilà, le mode de garde et cetera. Et donc, c'est possible en fait, d'avoir un congé, parental, à, par exemple 80 ou 50 et d'être, rémunéré. Alors c'est quelques centaines d'euros, par mois, mais mis bout à bout, bah, mine de rien, comme c'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant, ça peut représenter, plusieurs milliers d'euros, donc c'est toujours ça de prix, on va dire. Et je pense que c'est important en fait, de bien comprendre ce à quoi on a droit, mais aussi de réfléchir au-delà, de pas être en mode minimum syndical et de pouvoir réfléchir à, bah, voilà, nous, notre famille, comment on a envie de s'organiser pour faire en sorte que, bah, l'arrivée de ce bébé, il soit la plus confortable possible pour tout le monde. Mmh. Et oui, bien sûr, on a envie de maintenir son activité pro, mais c'est important aussi de pouvoir prendre le temps pour pas, regretter plus tard parce que, bah, voilà, ça n'arrive que très rarement dans la vie finalement de l'accueil d'un petit, nouvel être humain. Donc ça vaut bien, voilà, quelques mois à l'échelle de la carrière, sur, voilà, on travaille aujourd'hui de, je sais pas, de 20-25 ans à 65 ans, quelques mois, et finalement, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, je pense que c'est important de pouvoir avoir ça en tête. Et toi, tu accompagnes des femmes entrepreneuses à des entrepreneuses tout court, à, à se préparer justement pour l'impact que la grossesse, la naissance ou le postpartum va avoir sur leur business. Est-ce que certains de tes conseils seraient applicables, à des entrepreneurs et lesquels? Oui et non. Pourquoi? Parce que, donc un entrepreneur qui prend uniquement le congé paternité, donc les 28 jours dont je parlais tout à l'heure, ça va pas forcément avoir d'impact sur son business. C'est-à-dire que autant quand on prend 4 mois de congé maternité, 4 mois sur 1 an sur 12, ça fait déjà un bon gros vide. Comme je disais, c'est 6 à 9 mois de chiffre d'affaires en moins, donc enfin voilà, Mmh. ça a un vrai impact financier et là, faut mettre en place des leviers stratégiques. Franchement, prendre 1 mois off, les clients, ils vont pas, se dire: «Ah là là, comment on va faire? Faut te faire remplacer et tout». Enfin, voilà, c'est comme prendre des vacances d'été, quoi. Je veux dire, c'est pas, ça a pas d'impact, sur le business, voilà. Et si jamais ça en a, bah, oui, on peut mettre en place des stratégies comme le fait de se faire remplacer, en fait. Moi, ce que je conseille, c'est si on se dit que par exemple, on a des clients, freelance, à qui on délivre des choses chaque mois et du coup, bah, 1 mois en moins, c'est pas viable pour le client. Ça peut arriver. Je pense que ça se négocie parce qu'en vrai, 1 mois, qu'est-ce que enfin voilà, je pense que c'est pas, voilà, peut-être que dans certains cas, c'est vraiment complètement indispensable, auquel cas, bah, faut se faire remplacer. Moi, ce que je conseille, c'est d'organiser soi-même son remplacement. Déjà, ça va être plus confortable pour le client de lui dire: «Bah, voilà, je vais partir 1 mois en congé paternité, mais ne vous inquiétez pas, j'ai, Benjamin, ou Léandre avec qui, je travaille, voilà, qui est digne de confiance et je le brieferai moi, je m'occuperai de tout. Pour vous, ça change rien». Déjà, c'est plus confortable pour le client et en plus, ça permet de se prémunir quand même d'un certain nombre de risques, de, bah, vol de la clientèle. Parce que Mmh. si c'est votre client qui trouve quelqu'un ou qui dit: «Ah mais t'inquiète, on va prendre quelqu'un en interne pour te remplacer», le risque, c'est qu'au retour de congé paternité, on vous dise: «Ah ouais, non, bah, en fait, finalement, c'était vachement bien avec Benjamin, donc bah, voilà, ciao». Et donc que le risque, c'est que vous viviez les mêmes discriminations que vivent les femmes au travail. Donc voilà, je pense que ça, c'est une petite astuce à avoir en tête. Si on sent Mmh. qu'on a besoin de se faire remplacer, autant l'organiser soi-même. Déjà pour l'expérience client et aussi, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'est pas, protégé par le droit du travail. Autant on a les mêmes droits que les salariés en termes de congés, paternité, durée, rémunération, c'est calculé différemment pour les hommes entrepreneurs. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que, on n'est pas du tout protégé,
contre le fait d'être remercié au moment où on devient parent et malheureusement certaines entreprises ont aucun scrupule à le faire. Donc autant s'en prémunir, même si, c'est des clients qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on s'entend bien, même si la personne, avec qui, vous êtes en contact est elle-même parent, ça ne prémunit pas des risques et vous aurez aucun moyen légaux de vous retourner parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'est pas protégé, de ça. Donc c'est à nous de prendre les devants et de mettre en place, les choses pour que ça se passe le mieux possible. Et tu disais que la rémunération de congé paternité n'était pas calculée de la même manière et il y a du coup des différences, c'est ça? Oui. Ah. Bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle à partager. En fait, les entrepreneurs qui prennent un congé paternité, sont moins bien rémunérés que les salariés. Contrairement aux femmes entrepreneuses qui ont, elles, la même rémunération maximum que les salariés, les hommes, c'est pas le cas. En fait, il y a une indemnité, journalière, qui est, en 2026 de 65,84 € par jour, ce qui donne 1 646 € pour, 25 jours, de congé, paternité. Alors que les salariés, il me semble que, c'est comme les femmes, donc c'est 2008 ou 2009. Donc il y a un Mmh. écart, en fait. Je ne sais pas qui a fait ces calculs et pourquoi, les hommes salariés, les femmes salariées et les femmes entrepreneuses ont les mêmes droits, mais les Mmh. hommes entrepreneurs, ils ont le droit à 1 600. C'est un mystère. Après, il faudrait en fait qu'il y ait des associations d'hommes, Mmh. parents ou entrepreneurs qui mènent le combat, auprès des élus pour, dénoncer cette, discrimination et faire en sorte que, il y ait pas, autant d'écart. En fait, ce qui se passe, enfin, pour rentrer un petit peu dans le détail des calculs, c'est que les femmes entrepreneuses, elles ont, plusieurs rémunérations. Elles ont, une indemnité globale, qui est, de l'ordre de 4 000 €, plus des indemnités journalières de 65 et quelques euros par jour. Et en fait, les hommes entrepreneurs n'ont que, entre guillemets, les 65 € par jour. Et donc, quand on regarde un peu dans le détail des calculs, les salariés, ont le droit à une indemnité journalière de l'ordre de 90 € par jour. Enfin, je donne des chiffres un Mmh. petit peu, arrondis parce qu'en plus ça change d'année en année, mais voilà, pour donner un ordre de grandeur. Et les entrepreneuses, comme il y a cette indemnité de 4 000 €, ils ont en fait réduit le taux journalier pour que, mis bout à bout, voilà, quand on prend les 4 mois de congé maternité, on ait la même chose qu'on soit salarié ou entrepreneuse. Et pour les entrepreneurs hommes, donc, ils n'ont gardé que la partie indemnité journalière et ça donne, voilà, une indemnité bien en dessous, de celle des salariés. Voilà. Après, en fait, je pense que c'est important de se dire, bon, il y a déjà, une petite indemnité, qui est ce qu'elle est. Mmh. Mais c'est aussi de se dire, bah, finalement, c'est quoi le coût pour moi de prendre un mois, de congé? Quelle est la part de ce coût qui est remboursée par les indemnités? Et qu'est-ce que moi je vais devoir, finalement, autofinancer, soit à travers de l'épargne, soit à travers, je sais pas, on va, créer une opération marketing, une phase de promotion, faire un, je sais pas, un super deal à l'occasion de tel ou tel événement pour, booster un peu son chiffre d'affaires et remplir les caisses, la trésorerie pour pouvoir se permettre, un arrêt de travail, qui soit d'ailleurs du coup limité à ce mois, de congé paternité ou qui puisse du coup être aussi un peu plus long. Ah bah, merci pour cet éclairage. Vraiment, je découvre, je suis, même choquée, en fait. Parce que, d'habitude, les discriminations vont dans l'autre sens, mais là, c'est une discrimination qui, en fait que les pères ont moins intérêt à prendre du temps avec leur bébé. C'est fou. Tu parlais du coût et ça me donnait envie de retourner la question dans l'autre sens. Quel est aussi le coût pour les pères de ne pas prendre ce congé paternité avec leur bébé? De ne pas soutenir la mère au quotidien pendant les premières semaines, de ne pas créer ce lien qui est quand même assez particulier des premiers jours, des premières semaines. Je pense que ça, c'est une question aussi intéressante à garder en tête. Carrément. Le coût, en fait, de pas prendre son congé, paternité, c'est déjà, je pense, un coût symbolique dans le couple. C'est un message, un signal qu'on envoie, à la société, mais aussi à sa compagne, de dire: «Bah, voilà, moi, je vais pas m'arrêter alors qu'on accueille notre enfant
Et je pense que même si sur le coup, la plupart des femmes vont rien dire parce qu'elles sont bien trop occupées à d'autres choses, ça peut créer un ressentiment qui peut se retourner contre la stabilité, la solidité du couple plus tard. Je sais que t'en parles déjà souvent. Il y a un taux de séparation dans la première année qui suit la naissance d'un enfant qui est très important. C'est de l'ordre de 20 ou 25%. Et je pense que ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir le détail, mais ça ne m'étonnerait pas que la non prise du congé paternité joue un rôle dans ces statistiques. Et on comprend tout à fait pourquoi. Enfin, c'est-à-dire que, effectivement, on a décidé de faire cet enfant ensemble, on va l'élever ensemble, et donc, voilà, je pense que les 2 partenaires ont raison d'attendre de l'autre une implication, et ça passe aussi par ce symbole de la prise ou non du congé paternité. Après, il y a ce congé de paternité, à quoi ça sert en fait? Donc oui, à créer du lien avec son enfant, mais aussi à soutenir la jeune maman qui vient de vivre un accouchement et qui en fait a besoin de temps pour reprendre des forces. Le corps met minimum 6 semaines à se remettre en place, et encore là, je ne parle que de l'utérus qui se remet à sa place et des organes qui reprennent plus ou moins leur place. Mais en fait, le postpartum, ça dure une bonne année, voire 2-3 ans si on regarde le taux de calcium dans les os, si on regarde tous les indicateurs physiologiques. Une grossesse, c'est un ultramarathon. Enfin, on s'en remet pas comme ça en 2 secondes. Et en fait, de nos jours, dans nos sociétés occidentales, c'est les parents qui s'occupent du bébé, voire la maman qui s'occupe du bébé. Or, physiologiquement, on n'a pas suffisamment de force pour le faire seul. Depuis des millénaires, depuis l'existence de l'espèce humaine, jamais aucune société n'a fait porter autant de responsabilités sur une seule personne, faible physiquement qui plus est, après cette épreuve de la grossesse et de l'accouchement. Et c'est un non-sens en fait. D'ailleurs c'est ultra récent à l'échelle de l'espèce humaine, et on espère que ça va vite s'éteindre, cette espèce de mode là de l'ultra individualisation et de l'ultra recentrement sur la famille nucléaire. C'est pas physiologiquement viable. Et c'est d'ailleurs pour ça que il y a tant de femmes qui mettent fin à leur vie après avoir subi cette épreuve. Donc c'est important en fait de savoir que les premières semaines avec bébé, c'est un moment où la femme doit pouvoir se reposer. Et pour ça, faut qu'on lui fasse à manger, faut qu'on lui apporte un verre d'eau à chaque fois qu'elle allaite, faut qu'on lui permette de dormir plusieurs heures par jour d'affilée, qu'on lui permette de prendre sa douche, faut qu'on lui permette de manger, de dormir, de se laver. C'est des trucs qui paraissent complètement basiques, mais quand on ne peut pas en fait se laver, manger et dormir, et qu'on est en plus après un ultramarathon, et à un moment donné, le corps et ou l'esprit, il pète un câble. Et là, c'est compliqué d'être en couple avec quelqu'un dont le corps et l'esprit pètent un câble. Donc, pour préserver votre couple et votre propre santé à vous aussi, prenez soin de votre partenaire, et pour ça, soyez là, quoi. Donc, je pense que voilà, c'est un peu les 2 aspects que j'ai envie de donner par rapport à l'importance de la prise d'un congé paternité, et certainement que tu as d'autres idées. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose? Il y a aussi tout ce qui est le lien avec le bébé, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pères qui se plaignent, notamment quand la femme allaite, qu'ils ont du mal à créer des liens. Mais en fait, on le voit dans les études, on le voit même quand on fait des scanners au cerveau des papas, tous ils sont présents, tous ils passent du temps avec leur bébé, tous leur cerveau va subir les mêmes modifications que celles qui subit le cerveau de la maman. Donc ce lien, c'est pas une question d'être mère ou père. Bien sûr, les mères, on travaille un peu facilité par l'accouchement, par la grossesse, par l'allaitement, mais un père présent, il peut l'obtenir aussi. Et c'est une question de présence, donc le congé paternité qui est pris. Pour moi, ça a un coût parce que ce lien d'attachement, en fait, ça va avoir un impact sur la relation entre le père et son enfant. Donc, c'est inestimable, en fait, en termes de valeur. Je voulais juste revenir sur quelque chose qui peut être un peu complexe. Ça arrive que le business soit la base financière de la famille,
que les revenus générés par ce business soient fondamentaux pour maintenir la vie qu'ils connaissaient jusque-là. Et du coup, quand il y a cette pression financière, comment on fait? Alors déjà, la pression financière, c'est une émotion. Donc c'est de l'ordre de l'émotionnel et je pense qu'une des premières étapes, c'est d'amener de la rationalité. C'est-à-dire, de faire les comptes, de regarder, vraiment très précisément, sa situation financière. Est-ce qu'on a des réserves, ou pas? Est-ce que l'entreprise a des réserves ou pas? Voilà, de faire un état des lieux, parce que parfois on avance avec, une image de où on en est financièrement et elle est pas toujours, 100 corrélée à la réalité. Donc ça, c'est un premier point. Si on a des réserves d'un point de vue perso, ou d'un point de vue pro, c'est de se dire, finalement, est-ce que, ce bas de laine qu'on garde en cas de coup dur, on pourrait pas aussi l'utiliser, comme un budget pour, l'accueil de cet enfant? En Chine, on dépense autant à l'arrivée d'un enfant qu'à un mariage. En France, le budget moyen d'un mariage, je crois que c'est 20 000 €, un truc comme ça. Mmh. Et on n'oserait pas, en fait, mettre 20 000 € dans l'arrivée de son enfant, alors que je pense que c'est tout aussi important qu'un mariage dans l'avenir d'une famille et dans la vie d'une famille. Enfin, on dépense 20 000 € pour inviter ses potes et sa famille à boire jusqu'au bout de la nuit, dans une jolie, demeure à la campagne, tous bien habillés. Mais on n'ose pas mettre de l'argent dans l'arrivée et la naissance de son enfant qu'on va élever toute sa vie et qui va être là sur notre lit de mort. Enfin, je veux dire, c'est hyper important un enfant, en fait. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est aussi se dire, quelle valeur je vais apporter à ce moment de la vie et est-ce que, voilà, l'argent qu'on a de côté, au cas où, on pourrait pas en investir au moins une partie, pour ce moment si crucial de notre vie. Ensuite, si on n'a pas ces réserves-là ou qu'effectivement, notre force de travail, elle est hyper importante, pour maintenir le cap, de l'entreprise, c'est peut-être réfléchir, je parlais de se faire remplacer tout à l'heure, pour prendre son congé paternité. Peut-être réfléchir à, comment l'activité professionnelle est structurée et comment est-ce qu'on délègue ou pas? Quel, heu, quel finalement, levier, on va pouvoir mettre en place pour que l'entreprise continue à générer autant, voire plus, mais que nous, personnellement, on travaille moins. Et la délégation, c'est un super levier, en fait. Et d'ailleurs, si voilà, ça peut être un chouette, en tout cas un joli symbole de se dire, l'arrivée de mon enfant, ça a été le moment où j'ai, commencé à basculer dans un mode de fonctionnement où mon entreprise, fonctionne même sans moi. Mon entreprise ne repose pas entièrement sur mes épaules. Et je pense que c'est aussi un super objectif, moyen long terme, à se donner en tant qu'entrepreneur, voire même pour une reprise ou une revente d'activité, à moyen ou long terme, de se dire que, ce qu'on crée et ce qu'on porte et ce à quoi on a donné vie, parce que c'est presque un bébé finalement une Mmh. entreprise Tout et à fait. on va pas le garder, dépendant de nous, de notre temps, de notre énergie, ad vitam aeternam. On va mettre en place des choses pour que, mettre en place des process, documenter, faire en sorte que les choses puissent tourner, même sans nous et je pense que c'est un bel objectif professionnel à se donner et pourquoi pas se le donner au moment, de l'entrée dans la parentalité. Moi, un message que je donne, aux femmes que j'accompagne, c'est, faites de la grossesse un tremplin pour votre business. Parce que, en fait, dans la plupart du temps, la grossesse, c'est plutôt quelque chose qui plombe l'activité. Donc moi, j'ai envie d'offrir un contre-pied. Et je pense que c'est très valable aussi pour les hommes entrepreneurs. Quelle opportunité ça représente pour votre vie professionnelle? C'est pas qu'une pression financière en plus. C'est aussi un nouveau paradigme qui va ouvrir le champ des possibles et qui va vous amener à voir plus loin et à peut-être avoir des ambitions, plus grandes. Alors, peut-être ambition financière plus grande, mais aussi ambition en termes de, pouvoir prendre plus de temps pour soi, pouvoir prendre plus de vacances, pouvoir prendre des vrais week-ends, pouvoir s'arrêter de travailler plus tôt le soir, pouvoir,
ouais, voir son business grandir, aux mains d'autres personnes, que soi. Et je pense que c'est voilà un super, une super perspective à avoir. En tout cas, j'espère que ça te donne envie, vous qui nous écoutez. Et idéalement, il faut l'anticiper, combien de temps avant? Moi, je suis plutôt partisane de, vaut mieux bien se préparer. C'est comme un trek, voilà, on va ou un enfin voilà, quand on part en montagne, en fait, on va étudier le chemin un bout de temps en avant, on va bien s'équiper en termes, on va peser son sac, au gramme près et voir si on prend pas plutôt tel ou tel, item pour que ce soit, voilà, le plus optimisé possible. Et bien sûr, il y a certaines choses qui se jouent au moment de l'ascension de la montagne, mais la préparation, elle est hyper importante et c'est la même chose pour l'arrivée d'un enfant. Oui, bien sûr, il y a la façon dont ça va se passer et ce qu'on va vivre le jour même, ça, on sait pas, mais plus on est préparé, mieux on va le vivre et plus on pourra faire preuve de flexibilité aussi et moins on sera dans le stress de l'urgence. Donc après, chacun, a aussi son type de personnalité, et il y a des personnes qui sont très bons, dans l'improvisation et d'autres qui ont besoin d'être bien préparés pour pouvoir, réagir, sereinement. Moi, je suis plutôt de la team, j'ai besoin d'être bien préparée pour pouvoir être sereine si jamais ça se passe pas tout à fait comme prévu. Mais dans tous les cas, on peut que gagner en fait à se préparer et à anticiper, même avant la grossesse, et au maximum, bah, pendant la grossesse, et où, comme ce que je disais au tout début de l'interview, si jamais, les choses finalement, se sont pas passées de manière optimale, on peut toujours rectifier, a posteriori, mais ça nous expose quand même à un certain nombre de risques, dont on a parlé aujourd'hui et qui du coup valent le coup de se préparer. Et une question un peu particulière, si les 2 sont entrepreneurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je trouve que c'est une super configuration. En fait, faut savoir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le deviennent après la naissance de leurs enfants, tout simplement parce que le monde du travail, salarié n'est pas adapté, à la parentalité et on s'en rend souvent compte, après la naissance et donc on devient entrepreneur à cette occasion. Si on a la chance d'être déjà entrepreneur avant même la naissance de son premier enfant ou des suivants d'ailleurs, bah, c'est à la fois plus de responsabilités parce qu'on l'a vu, au cours de cette interview, on est moins protégé, en termes de droit du travail, mais on a aussi, plus de liberté, de flexibilité. Moi, j'ai pas mal d'exemples, de couples entrepreneurs qui, du coup, reprennent à 50 et gardent leur enfant assez longtemps à la maison avant de le confier à soit une tierce personne, soit une crèche. Et je pense que c'est un super modèle, de se dire que, bah, voilà, toi tu travailles le matin, moi l'après-midi ou enfin tel jour et toi tel autre jour, si jamais il y a des déplacements ou que voilà, bref, faut trouver son mode de fonctionnement. Mais je trouve que c'est chouette de pouvoir se dire: «Bah, voilà, je vais reprendre mon activité quand même parce que, bah, elle me tient à cœur et puis elle me permet, de m'épanouir», que ce soit de la part du papa ou de la part de la maman. Et en même temps, je vais passer du temps seule à m'occuper de mon enfant et je trouve que c'est un super mode de fonctionnement. En tout cas, moi, ça me ça m'aurait vachement plu si mon conjoint, avait été, à son compte. Donc voilà, je pense qu'il faut le voir comme une opportunité finalement de se dire: «Bah, on est tous les 2 à notre compte, donc ça veut dire qu'on va avoir des impacts, financiers qu'il va falloir anticiper. Il faudra trouver les leviers stratégiques qui nous permettent de maintenir notre activité et c'est certes une charge supplémentaire par rapport aux salariés, mais c'est aussi, notamment une fois que bébé est là, une liberté absolument, géniale de pouvoir s'organiser comme on veut, de pouvoir, être présent autant l'un et l'autre, et ça, je pense que ça pose les bases, voilà, d'un mode de fonctionnement, équitable qui permettre d'avoir moins de ressentiment et de diminuer le risque, de séparation ou de tension, de baby clash comme on comme on Mmh. l'appelle, après l'arrivée de bébé. Ouais, tout à fait et après il y a aussi des, moi j'étais en couple, avec un entrepreneur donc cette, expérience-là, je l'ai vécue. Mais c'est vrai qu'avec le congé parental, après du coup, on peut aussi jouer sur différents cas de figure.
c'est possible même de faire garder son enfant que 2 jours dans la semaine, par exemple, et sur les 3 autres jours se répartir. On n'a pas besoin d'être sur un objectif idéal de 100%, mais en fait, il y a énormément de cas de figure qui peuvent être étudiés et qui sont hyper intéressants, notamment quand ça permet au père de passer du temps seul avec son bébé. Parce que c'est ça aussi qui va jouer sur le lien d'attachement, c'est ces temps seuls où il n'y a pas la maman là pour venir au secours entre guillemets, mais où il apprend vraiment à se lier à son bébé seul en autonomie Ouais. Ouais, ouais, et tout à fait. Mmh. Et d'ailleurs, merci d'apporter ce point-là. Je voudrais donner une alternative parce que là, on a dit: «Oui, ben, super modèle, les 2 se mettent à 50. C'est pas toujours, possible financièrement. Moi, j'avais une cliente qui avait fonctionné comme ça avec son conjoint, alors que donc ils étaient tous les 2 à leur compte et ils se sont mis à 90. Ça veut dire qu'ils faisaient garder leur bébé 4 jours par semaine et un vendredi sur 2, ils s'alternaient. Donc en mmh, fait, il y avait 2 vendredis par mois où, ils travaillaient pas. En fait, quand tu travailles à 90, donc que tu prends 2 vendredis par mois, en fait, ça a pas d'impact financier, hein, sur la boîte, c'est pas on n'est pas à 2 vendredis près. Donc ils maintenaient leur, rémunération à 100, mais ils travaillaient à 90 et ils avaient, bah, les 2 une journée, chacun seuls avec, bébé, ce qui permet, bah, voilà, de créer ce lien d'attachement, de créer de l'autonomie aussi dans, bah, la façon dont on s'occupe, de bébé, de trouver ses marques et de pouvoir faire à sa sauce. Parce que c'est vrai que, une chose qui est souvent décriée des papas, c'est, bah oui, mais bon, quand moi j'essaye de le faire, d'aider et tout, c'est jamais bien comment je fais. mmh. Et ça, c'est souvent parce qu'on n'a pas l'espace en fait d'expérimenter et de faire des erreurs et de voilà, d'être confronté à la réalité, seul. Et vraiment, passer du temps seul avec son bébé, c'est ce qui fait notamment dans les pays nordiques et quand, voilà, c'est vraiment, l'idéal, mais genre quand les papas ont 4 mois ou 5, seuls avec leur bébé alors que leurs conjointes ont repris le travail à temps plein. Et ben, ils ont cet espace en fait, pour vraiment s'approprier, et trouver leur manière de faire qui est parfois différente, mais certainement tout aussi bien. Et du coup, quand on leur dit: «Bah non, c'est pas comme ça» ou je sais pas quoi, plutôt que de dire: «Ah bon, bah alors, non, du coup, je me sens, pas assez compétent», de dire, «Non, bah moi je fais différemment, mais t'inquiète, ça marche très bien aussi, regarde». Enfin, tu vois, genre laisse-moi faire. Et je pense que c'est important aussi, bien sûr, que les femmes doivent laisser l'espace, mais je pense que les hommes doivent aussi s'affirmer et dire: «Bah, j'ai confiance en fait en ma façon de faire, peut-être que toi tu fais différemment. Moi, je te jure, la dernière fois, je l'avais fait comme ça et franchement ça voilà, je fais à ma façon». Oui, oui. Et on a envie en fait, d'avoir des partenaires comme ça qui prennent les choses à bras le corps, et qui attendent pas qu'on leur délègue, mais qui vraiment prennent les choses en main. Enfin moi j'étais dans un pour donner une petite anecdote, j'étais dans un groupe WhatsApp, de jeunes mamans, enfin que j'ai rejoint pendant ma grossesse. On a toutes accouché le même mois et en fait, les conjoints, leur surnom c'est le stagiaire. Ah, Et mon stagiaire a fait ci, devinez pas quoi, ce que mon stagiaire a fait et tout. mmh. Et parce qu'en fait, c'est le reflet d'une triste réalité que, bah, on se retrouve avec des papas un peu penauds qui savent pas trop, qui sont un peu gauches, qui ont jamais, mis de vêtements à une poupée petit et qui du coup là se retrouvent à se débattre avec les pyjamas, les clips et tout, qui qui sa voilà, qui savent pas trop s'y prendre. Et qui en plus sont, voilà, en demande de direction et de un peu comme un stagiaire quoi, qui est là avec les yeux ronds, pas trop savoir, quoi faire, où se mettre, et qui demande, tout le temps: «Bon bah là, je fais quoi?» et tout. Et c'est pesant en fait, pour les jeunes mamans. Donc messieurs, ne soyez pas dans la posture d'un stagiaire. Soyez dans la posture du petit Néo de la famille. Mmh. Et ouais, prenez des initiatives, faites les choses à votre manière, ayez vos propres enfin voilà, prenez l'espace, dont vous avez besoin pour être en autonomie et pour pouvoir prendre voilà, prendre votre place, quoi. Mmh. Ah, je suis pleinement d'accord parce que moi je l'ai vécu aussi, du coup ça, c'est cette dimension-là, avec le congé maternité qui est plus long, on peut dans notre tête, on peut commencer à être en mode: «Non mais je suis indispensable pour mon bébé, il faut que je sois là en tant que maman».
Et le fait d'avoir un jour, on avait les mercredis, c'était un mercredi sur 2. En fait, je me suis rendu compte qu'un mercredi sur 2, mon conjoint se débrouillait très bien. Et il passait des chouettes journées. Il faisait des choses que moi je faisais pas avec mon bébé, par exemple. Ils allaient se balader, ils faisaient des activités. Je trouvais ça incroyable. Mais ça m'a permis de prendre du recul par rapport à cette posture de moi, je suis indispensable. Ben, en fait, non, je suis pas indispensable parce qu'un mercredi sur 2, ça se passe super bien. Et donc, c'est vraiment un jeu d'équilibre à trouver. Et le fait de se réclamer ce temps seul avec le bébé pour le père, bah, pour moi, ça fait toute la différence, ouais. Alors, juste pour terminer, s'il y avait une chose essentielle à retenir pour un futur père entrepreneur, ce serait quoi? Et bah, futur papa entrepreneur, j'ai envie de vous dire, préparez-vous à une aventure, merveilleuse. Parce que, enfin, ça reste ça, hein, l'accueil d'un enfant dans sa famille. Et du coup, bah, donnez la place que ça doit avoir, pour, voilà, pour votre vie, pour votre couple. Prenez du temps, investissez de l'argent, faites-vous aider, dans votre business pour avoir cet espace-là. Autorisez-vous à vivre les choses, pleinement, à votre manière évidemment, mais en étant présent, en étant investi et en savourant aussi, ce nouveau chapitre de vie, qui s'ouvre, qui vous attend et qui peut vraiment être génial quoi, si on le subit pas et si on s'y investit pleinement. C'est Mmh. comme une vague, un tsunami même. On peut surfer dessus ou alors on peut se laisser engloutir. Et pour surfer, bah, faut déjà avoir pris sa planche de surf avec soi, pardon. Donc, faut être préparé. Et puis après, bah, ouais, faut prendre les devants et puis se lancer, quoi, et y aller. Et voilà, espérer que ça ne change rien. Je pense que c'est ça qui fait qu'on prend l'eau, on prend, on prend la tasse, on boit la tasse. Donc n'espérez pas que ça change rien. Mais au contraire, dites-vous, que ça va être, une épopée, absolument, fantastique, qui peut renforcer votre couple, qui va de toute façon changer votre vie, à vie. Et donc, voilà, prenez votre planche de surf, préparez-vous à surfer sur cet immense changement, mais qui vaut la peine d'être vécu. J'aime bien l'image. Je pense que c'est très, très parlant. Et pour un futur père dont c'est la compagne qui est entrepreneuse. Et pour un futur père dont la compagne est entrepreneuse, je dirais, bah, prenez pleinement votre place, soyez le copilote, de l'avion et surtout, donnez-lui, la place, l'espace, et la sécurité, financière notamment, de pouvoir, vraiment s'arrêter parce que c'est le grand risque, des entrepreneuses. C'est, cette impression que, prendre son congé maternité, ça va être, trop risqué pour l'entreprise et en fait, elle met sa santé physique, mentale en risque et ça, c'est aussi du coup un risque pour la santé physique et mentale de votre enfant à vous 2. Donc c'est de votre responsabilité, d'offrir, ce cet espace, ce temps, pour qu'elle puisse prendre soin d'elle, et en plus vous, ça vous donne l'opportunité de créer des liens, ou en tout cas de voilà, de pouvoir passer du temps, avec, votre bébé et de pouvoir être, à ses côtés dans le moment où elle en a le plus besoin de toute sa vie. Donc vraiment, soyez là. Et puis, bah, ouais, profitez de ce nouveau chapitre de vie qui s'ouvre. Ah, merci beaucoup, Solène, pour cet échange, pour toutes ces informations. J'ai appris des choses, hein. Et j'espère que ça va être utile aussi à des futurs pères, que ça va vraiment faire la différence dans l'accueil de leur enfant et dans leur couple. Super, bah, écoute, merci à toi, Susanna, de m'avoir, proposé, d'échanger sur ce sujet. Et puis je voulais aussi ajouter une petite, bonus, pour, les papas qui nous écoutent. Il y a une initiative qui a été créée par, la mutuelle WeMind, qui est une mutuelle pour indépendants qui s'appelle Un des parents. Il y a un compte, LinkedIn, Instagram, en fonction de c'est votre affinité. Vous pouvez, aller voir, ce qui s'y passe et il y a notamment une communauté
de futurs et jeunes parents entrepreneurs. Et je pense que ça peut être chouette en fait de s'entourer d'autres entrepreneurs qui deviennent parents ou qui sont parents de jeunes enfants. Voire même il y en a qui ont des enfants. Je me rappelle un papa qui a 5 enfants et le plus âgé est ado. Donc voilà, il y a toutes les phases de la vie. Ça a l'air assez sportif là aussi. Moi, j'en suis pas du tout là dans ma propre parentalité, mais c'est chouette de pouvoir s'entourer d'autres personnes qui ont traversé ce chemin avant nous ou qui en sont au même point, au même moment que nous. Enfin voilà. Et je pense que ça peut être une belle opportunité en fait de rejoindre une communauté. Donc il y a aussi une communauté sur Slack qui est gratuite qu'on peut rejoindre. Il y a des événements un peu partout en France. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre l'initiative. Moi, je collabore en fait avec WeMind sur cette initiative, et notamment, je suis en train de rédiger des guides gratuits sur entre autres sur les droits des futurs parents entrepreneurs. Donc on va faire un guide spécial pour les futurs papas. Alors c'est dans les tuyaux, c'est pas encore pour tout de suite, mais je te préviendrai dès que ça sort d'ailleurs. Mais dans tous les cas et avant même la sortie des guides, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des parents. Je pense que ça peut être utile. Ah, mais super, merci vraiment pour l'info. Je vais mettre le lien sur la description de l'épisode et dans le mail qui sera envoyé à tout le monde. Voilà, merci beaucoup. C'était vraiment chouette d'échanger avec toi. À très bientôt, Susanna. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Gardiens de la naissance. Si cette interview t'a touché ou éclairé, le défi audio te sera encore plus utile. Ce sont plus de 20 sujets spécifiquement dédiés aux futurs pères avec des outils pratiques et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. On y parle de grossesse, d'accouchement, de postpartum, d'allaitement, de liens avec ton bébé, de sexualité, de comment parler d'argent en couple. Bref, j'ai mis tout ce qui aurait changé la vie de mon mari et la mienne pendant ma première grossesse. Ce podcast est tout nouveau et j'ai besoin de ton soutien pour le faire connaître. N'hésite pas à le noter sur ton appli ou à le partager avec tes amis. Et si tu veux recevoir des ressources gratuites chaque semaine, inscris-toi à ma newsletter. Tous les liens sont en description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau récit. À bientôt!